Qu'est-ce que le cercle? Le cercle Henri Boulade s'est constitué en 2015, à la suite d'une conférence du prêtre égyptien qui a exhorté le public à se rassembler et à agir. Le cercle est la réponse à son appel. Comment fonctionne le cercle? Groupe de réflexion. Il rassemble tous les 2 mois entre 20 et 30 membres, majoritairement chrétiens, sur des sujets sociétaux, philosophiques ou religieux. Les sujets sont proposés par les membres. Quelques-uns rédigent des textes, soumis quelques jours avant la réunion à l'ensemble du groupe, afin de structurer l'exposé. Ces textes sont consultables grâce au lien ci-dessous. À fin de séance, une collation fraternelle est l'occasion d'échanges plus informels, où chacun peut exprimer librement ses questions et ses réactions. Et le père Boulade? Il n'est pas consulté sur les sujets traités, ne participe pas aux réunions, en ignore la teneur, et ne peut donc en aucun cas être tenu pour responsable des propos énoncés. La Révolution française et la guerre de Vendée sont la preuve que de grands crimes peuvent être commis au nom de l'anti-religion, de l'humanisme, de la tolérance. Nous sommes poursuivis par les Bleus. Martino engagé. Non! Égorgé mon fils! Il a tranché la gorge! On a enlevé ma femme! Aux armes! Aux armes! Et ainsi, très vite, le langage humaniste se transforme en langage d'éradication, d'extermination. Frappez simultanément, sans relâche, jusqu'en face cette race impure soit anéantie! Il n'y a rien de plus terrifiant qu'un idéologue parce qu'il est absolument convaincu de faire ce qui est juste. Peu importe la quantité de preuves que vous lui donnez, Chaque coup que vous porterez à la Vendée, rien ne peut le convaincre qu'il a tort. Dans un petit commentaire à froid ou à chaud, je ne sais jamais comment dire, si c'est à froid ou à chaud, je n'ai jamais la bonne expression, qui revient souvent dans le film, et c'est très juste à mon avis, c'est la déconnexion par rapport au réel, hein, qui est une démarche, une maladie de l'esprit qui peut nous gagner tous à un moment donné, hein, que ce soit au niveau des dirigeants, que nous aussi. Hein. C'est-à-dire que l'idée prend le dessus sur le réel. Hein. L'idée que nous faisons d'une situation, l'idée que nous faisons d'une perspective, et ça va être une maladie de l'esprit.
Alors, on peut dire, dans ce cas-là, est-ce qu'on est condamné à l'inaction? Parce que toute action est toujours précédée d'une idée, d'un projet, ce qui est normal. Et dans ce cas-là, si on écoute ce que je viens de dire, on dit, ben alors, dans ce cas-là, on est tous condamnés à l'inaction. C'est là où on voit justement la force de ce qu'on appelle le passé et la tradition. C'est-à-dire que le passé, c'est pas simplement quelque chose qu'on va idolâtrer, où on va se dire il faut vivre comme dans le passé. Enfin, ça voudrait aider personne de faire ça. Hein. Mais le passé donne un enracinement à ce que nous sommes en termes de personnes, en termes de culture, en termes de peuple. Et tout ce qu'on doit faire n'exclut pas le progrès. Hein, à part revenir aux charrettes, c'est stupide. Mais ce que nous envisageons comme action personnelle et collective doit toujours être en intégrant le progrès, mais cohérente avec ce que nous sommes. Et le commentateur disait très bien que c'était des intellectuels qui se faisaient simplement des idées coupées du réel. Et ça, c'est très dangereux. Parce que, comme disait un jour un humoriste, quelle est la différence entre un terroriste et un intellectuel? Avec le terroriste, on peut négocier. Avec l'intellectuel, jamais. C'est-à-dire qu'il va aller... Rien ne l'arrête dans son délire, en fait. Hein. Et ça qui est très dangereux. C'est pour ça que se couper les gens des villes sont plus touchés par cette maladie de l'esprit, parce que quand vous vivez dans la campagne, il y a constamment le réel qui vous rattrape. Le réel de la terre, le réel du vent, du soleil, tout ça. Et c'est très urbain de se plaindre du temps, de la météo, je veux dire. Hein. Jamais, dans le temps, on se plaignait du temps. Le temps est ce qu'il est. Enfin, mais c'est très urbain de « Oh, j'aurais voulu qu'il fasse beau, j'aurais voulu qu'il... » Donc, la pensée humaine va jusqu'à vouloir déterminer même la météo. Il faut quand même le faire, ça, en fait. Hein. Donc, et c'est ça qui est très dangereux, en fait. Hein. Lorsque des systèmes de pensée qui partent de rien, mais qui sont simplement créés. Voilà pourquoi la Révolution considérait qu'il faut faire tabula rasa de tout ce qu'il y a avant. On crée quelque chose de totalement nouveau, un homme nouveau, une société nouvelle, tout est nouveau en fait, hein, avec cette idée de progrès en fait, hein, mais qui repose sur rien, et ça c'est très dangereux en fait. Hein. Et je suis en train de lire un ouvrage, l'aîné ouvrage de Patrick Buisson, que je vous invite à lire. Je suis qu'au début, j'ai commencé il y a 2-3 jours, et il parle de là justement. Très intéressant lorsqu'il montre comment on est passé de la paysannerie à l'agriculture. Un paysan, c'est pas un agriculteur. Comment il montre comme un paysan avait une connaissance de sa terre, comme il l'aimait, comme il se sentait investi de nourrir un peuple. C'était une mission, enfin c'est quelque chose d'important, hein, un paysan. Hein, à l'agriculture qui devient un exploitant agricole. Tout n'est que résumé en termes d'exploitation. Même dire j'ai une exploitation agricole. Le mot fait mal à l'oreille, vous ne trouvez pas en fait, hein. Et finalement, il montre comment finalement ces personnes-là étaient même prises au piège par un endettement endémique en fait, hein, qui fait toujours aller plus loin. Et les derniers paysans sont morts en fait. Hein. Mais ceci, on ne les a pas tués, on les a fait disparaître par un système en fait. Hein. Je vous invite à le lire. C'est une illustration moderne du principe qu'on vient de dire, comment une idée prend le dessus sur le réel. C'est Buisson, le conseiller de Sarko? L'ancien, oui. Parce qu'ils se sont brouillés entre-temps. Oui. Très violemment même. Oui, c'est celui-là dont je parle. Mais au-delà de la conscience? Pardon? Au-delà de la conscience, ça peut aller une idéologie? Ah oui, clairement. Parce que, comme il le dit le commentateur, hein, la conscience doit se soumettre. Très clairement en fait. Hein. Et il y avait un auteur, peut-être qu'on l'avait déjà cité la dernière fois, je ne sais plus, mais qui pourtant était un peu bizarre à l'époque, mais qui aujourd'hui est relu avec intérêt. C'est La Boétie, hein, qui était ami de Montaigne, qui a écrit un petit ouvrage que je vous invite à relire dans le contexte que nous connaissons, qui s'appelle « De la servitude volontaire ». Donc comment un peuple s'asservit volontairement. Hein. Et donc la conscience, en ce sens-là, est étouffée.
hein, parce que les processus mentaux se mettent en place. Et j'en parlais avec quelqu'un, comment on peut vérifier qu'on est en train de s'asservir, de manière très concrète. Hein. Alors, j'ai réfléchi à ça. Il y a un petit critère très simple à appliquer. C'est le comportement qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Si on se disait, il y a à peine 1 an et demi, est-ce qu'on l'aurait eu, hein? Alors, je donne une illustration. Il y a un monsieur que je connais, en fait, hein, qui, dans le sujet qui nous intéresse, qui agite tout le monde aujourd'hui sur la pandémie et sur le vaccin, enfin chacun pense ce qu'il veut là-dessus, mais c'est pas ça le sujet maintenant, hein, c'est pour montrer comment les processus mentaux font que la conscience peut être étouffée. Dans la discussion assez animée qui occupait ce monsieur avec sa voisine, hein, ce monsieur a été amené à avoir un comportement, je dirais un peu très agressif, hein, dans la manière de parler, et voilà. Ça s'est calmé après coup, mais ça a été quand même assez percutant en fait, hein. Et j'aurais aimé demander à cette personne, sur un quelconque autre sujet, pensez-vous que vous auriez eu la même attitude à l'égard de cette jeune fille il y a 1 an et demi, pour l'amener à réfléchir que ce dont il s'est alimenté à travers les médias n'a pas seulement forgé en lui une conviction. À la limite, chacun peut se forger des convictions. Pour ou contre, là n'est pas l'idée maintenant. Hein. Mais cette alimentation médiatique l'a amené à modifier le rapport qu'il a avec les autres personnes, au point de devenir un petit agent du totalitarisme. Et il y a 1 an et demi, il ne l'aurait jamais fait. Hein. Donc je vous invite tous à vérifier les comportements qui semblent maintenant spontanés, hein. Pour ou contre là-dessus, moi je ne me prononce pas maintenant, hein. Mais est-ce qu'il y a 1 an et demi vous auriez fait pareil? C'est pour vérifier l'état dans lequel nous sommes peut-être tous entrés d'adhésion, de soumission volontaire, hein, à un discours et donc à une pratique, quel que soit le discours et la pratique, hein, là le fond, chacun y met ce qu'il veut, mais dans la manière de faire que la conscience, là je rebondis vraiment sur ce que vous dites, peut être totalement étouffée en fait. Hein. Voilà, donc à l'époque c'était la liberté, l'égalité, la fraternité, hein. Mais on va chaque fois trouver d'autres slogans. Ça c'est aussi une chose intéressante auquel il faut être attentif. On peut arrêter de réfléchir et simplement devenir des soldats d'un slogan. Et là, tout est justifié. Parce que le propre de la Révolution, c'était que cette détermination et cette persuasion qu'on est en train de faire le bien, parce que, comme diront les marxistes plus tard, c'est le sens de l'histoire. Et on ne peut pas avoir d'autre direction. Hein. Donc c'est normal, c'est comme ça qu'il faut aller. Voilà, donc ça c'est des choses, quand on n'est plus enraciné dans le réel, tout peut advenir en fait, hein. Tout peut advenir. Et on ne pensait pas, il y a 1 an, que... C'est une propagande aussi. Voilà, tout à fait, la propagande. Voilà. Et donc du coup, la propagande, elle peut aussi nous interroger nous-mêmes, en se disant, est-ce que on a la capacité, sur quelconque sujet, hein, pas forcément du sujet sur la pandémie actuelle, la capacité de se dire, comme c'est vendéen, on va résister. Hein. Parce que, si vous voulez, il y a 2 formes de totalitarisme. Hein. On en a vu un ce soir à travers le film. Il y en a un autre. Le premier était clair, c'est les fusils, c'est les miradors, c'est l'agression physique, c'est l'emprisonnement, c'est la mise à mort, en fait. Bon, mais ça tient un temps. À un moment donné, ça tient pas. Ça tient pas parce que les gens ne le supportent plus, ou comme on l'a vu dans le film, parce que la machine s'en va d'elle-même. Et à un moment donné, tout le monde y passe, en fait. Hein. Donc à un moment donné, il y a une limite dans le temps à ce genre d'oppression. L'autre est pire.
c'est quoi? C'est lorsque on va réussir à faire croire aux gens le peu de plaisir, le peu de bien-être que vous avez, vous y tenez. Hein. Vous n'êtes quand même pas prêt à perdre ça. Votre petit plaisir, votre petit bien-être. Alors, pour garantir ceci, ne devenez pas résistant, sinon vous perdrez tout. Et c'est ce qu'on appelle lorsqu'on se satisfait de sa propre indigence. Hein. Et il y a un très bon auteur qui s'appelle Aldous Huxley. Je vous invite à le relire, dans Le meilleur des mondes, en fait, hein, où il montre comment la domination se fait pas par des armes ou par n'importe quoi, comme on l'a vu ce soir, mais par l'abêtissement, j'allais dire, progressif, où on se satisfait de son petit confort, de son plaisir, et tant qu'on nous le garantit, on ne va pas bouger. Et ça, c'est l'autre forme qui marche beaucoup mieux. Ah oui. Parce qu'elle va flatter notre propre égoïsme, en fait. Hein. Et la force de ce qu'on a vu ce soir, et on l'a entendu à un moment donné dans le film, hein, c'est qu'il y avait de très fortes solidarités qui se sont installées dans ces petites sociétés, en fait. Hein. Et alors que dans la domination par l'indigence, la satisfaction de sa propre indigence, eh ben, ça fonctionne lorsque chacun pense à soi, en fait. Hein. L'égoïsme. C'est la base, en fait. Et on va vous garantir, ça vous l'aurez, vous inquiétez pas, votre petit confort, votre petit égoïsme, tant que les finances peuvent permettre d'acheter la paix sociale. Et dans la discussion qu'on avait tout à l'heure, à la fin du dîner, avant de passer au film, je disais, attention, on vit en France à crédit, l'État, et si tout ça marche, je te répète, sur la confiance, et que si les crédits ne fonctionnent plus pour différentes raisons, la paix sociale ne peut plus s'acheter. Et donc, le confort et le plaisir qu'on nous offre ne pourra plus être soutenu et proposé. Et là, on ne sait pas ce qui peut se passer. La révolution. Mais contre qui, hein? Mais on trouve toujours des ennemis. Oui. Et les révolutionnaires ont inventé des ennemis de toutes parts. Oui. Et bien, ils font la même chose. Oui. L'histoire se répétera. Et on désigne un coupable, en fait. Oui. Alors, juste un petit commentaire. Pourquoi l'Église n'est pas un autoritarisme? La réponse a été donnée. Oui. Parce que dans l'enseignement de l'Église, dans le catéchisme, il est très clairement spécifié que quand tu es dans une situation où tu as le pape qui te dit quelque chose, l'Église qui te dit quelque chose, mais que c'est à toi de choisir. Tu es dans une situation où tu dois choisir, c'est ta conscience. Ta libre conscience. Ça, c'est dans le catéchisme. Et alors, oui, tout à fait. Ouais. Et alors, la conscience est éclairée, on va la voir par un exemple très concret, non pas par l'envie du moment, parce qu'on pourrait aussi dire, ma conscience me dit ça, mais la conscience est juste éclairée par l'envie du moment. Hein. Et ce sont les prêtres réfractaires. Hein. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? On en parlait dans le film. Les prêtres qui refusaient de signer la constitution civile du clergé, donc question de conscience, hein, est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas? Alors ils avaient écrit à Rome, et à Rome comme en Angleterre, on avait un peu du mal à voir ce qui se passe vraiment en France, hein, à se faire une idée claire, et donc les autorités romaines au sens religieux n'ont pas répondu très clairement et rapidement, faut-il signer au nom de la constitution civile du clergé? Donc comme il n'y a pas du tout de réponse, carrément, hein, donc c'est comme l'a dit, c'est la conscience. Et comment la conscience de ces prêtres va-t-elle déterminer ce qu'il faut faire? Ils ne vont pas le faire en fonction simplement des circonstances. Est-ce qu'on sauve notre peau, on ne sauve pas notre peau, on a peur, pas peur. C'est pas ça une conscience formée. C'est-à-dire, quels ont été les principes de toujours? Et comment est-ce qu'ils s'appliquent dans la situation qui nous intéresse? Les principes de toujours, là en l'occurrence, c'était que l'Église est apostolique, c'est-à-dire qu'elle repose sur le principe, donc la pierre de Saint-Pierre et ses successeurs. Or, ce qu'on nous demande de signer avec la constitution civile du clergé est quasiment en train de faire une Église française,
coupé des apôtres. Et ça va contre les principes de toujours. Et donc notre conscience, éclairée par les principes, dit non à ça. Donc il faut faire attention quand on dit la liberté de conscience, parce qu'on pourrait très vite penser que ma conscience, c'est un peu ce que je veux sur le moment, quoi, ce qui m'arrange dans le fond. Hein. Ce qui m'arrange d'un point de vue utilitaire, d'un point de vue des intérêts au pluriel. Alors que si on suit l'exemple de ces prêtres réfractaires, c'est quels sont les principes supérieurs auxquels ma conscience adhère et que je vais appliquer au reste de ma vie. Hein. C'est ça la liberté de conscience. Et en ce sens-là, à titre très personnel, ces deux exemples, Jean-Barthélemy Gross et Jean Borrelaine, ça m'a beaucoup impressionné au sens mettre une impression profonde dans l'âme, en fait, hein, pour que je me suis dit ça servira un jour. Voilà, donc du coup c'est ça, et tu as raison, hein, et c'est pour ça que même de la direction spirituelle, quand on a une direction spirituelle, on va donner des conseils, hein. Voilà ce que disent les principes de toujours, on te les met à ta disposition pour éclairer ta conscience. Maintenant tu sais, mais dans la situation dans laquelle tu es, au final c'est toi qui vas trancher, hein. C'est pour ça qu'une fois une personne voulait dans la direction spirituelle, elle m'a demandé si j'acceptais qu'elle fasse un vœu d'obéissance à ma personne en tant que directeur spirituel. J'ai dit jamais de la vie. Ça va contre les principes. Nous, les prêtres, l'Église, on expose la vérité, à un moment donné, on vous met à disposition avec réflexion, compréhension, mais après, fait, tu es libre et responsable. Vous n'êtes pas des marionnettes entre nos mains, quoi. C'est pas possible, ça. Donc, voilà pourquoi ce que tu dis est juste. C'est pourquoi dans les tribunaux, on dit toujours ce qui est juste, on a âme et conscience. C'est ça, formule. Donc, automatiquement, la conscience, c'est par rapport à l'âme aussi. Donc, alors, c'est complètement je crois que c'est un tout petit peu changé parce que, me semble-t-il, mais je ne sais pas s'il y a des juristes dans l'Assemblée, dans le temps, un juge ou les juges pouvait donner un verdict en raison de l'intime conviction qu'il avait. Voilà. Or, aujourd'hui, l'intime conviction n'est pas forcément toujours très claire. Là, maintenant, tout jugement doit être argumenté. La seule intime conviction ne suffit plus, heureusement d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut quand même un jugement argumenté, ce qui est un peu plus sûr quand même, à mon avis. Hein. Et c'est une bonne avancée, là, pour le coup. Et après, effectivement, le film nous montre un tout petit peu, mais là je cite, c'est rare que je le fasse, Lénine, hein, Vladimir Ilyich Ulyanov, hein, son vrai prénom, qui disait effectivement, et le film le montre, que la mère de toutes les révolutions est la Révolution française. Parce que ce qui s'est passé au Mexique dans les années 20, en Espagne dans les années 30, on a un peu coloré ça de marxisme et de communisme, mais le principe est le même. Hein. Donc la France était le premier pays où c'est pas, et le film le montre très bien, c'est pas simplement un bouleversement politique, allez, on va renvoyer les dirigeants pour mettre d'autres dirigeants. Bon, ça c'est vieux comme le monde, hein, c'est pas la France qui a inventé ça. Hein. Mais de vouloir considérer que toute idée d'héritage du passé est à détruire. Mais c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Voilà. Et ça, c'est typique de la Révolution française. On crée un monde nouveau. Hein. Et rappelez-vous, la conférence sur le transhumanisme, c'est la continuité, en fait. Hein. Il y a une cohérence là-dedans. Hein. C'est les enfants spirituels. Ah, oui. Nos dirigeants actuels sont les enfants spirituels de Robespierre. Oui. Alors, tout à l'heure, on a dit que l'Église n'était pas un autoritarisme. Et alors, justement, à partir de quand l'Église a condamné la Révolution? Ou est-ce que c'est la Révolution qui a condamné l'Église? Enfin, comment ça s'est passé dans l'histoire? Quelqu'un a une idée? Il semble que c'est le pape Grégoire XVI, non? Dans l'encyclique, je ne sais pas si c'est une encyclique ou la bulle Miraribus, en fait, hein, qui va parler effectivement bon, le terme est assez fort, je ne sais pas si
de réalité pestilentielle en fait. Hein. Mais à partir de quand? La date, là maintenant m'échappe. Hein. Au 19e me semble, non? Non. Alors là, ce que vous parlez, c'est du développement ultérieur, mais l'Église a attendu que la Révolution oblige les prêtres à prêter serment à la Révolution, et seulement après. Jusque-là, l'Église était neutre. Ouais, c'est pas trop. Hein, mais à partir de là, l'Église a pris position contre la Révolution. Mais dans les livres d'histoire, ils ne vous présentent pas ça comme ça. Ils vous disent qu'il y avait deux courants opposés, il y avait les modernistes, les progressistes, le mot progrès, c'est leur dada, hein, d'un côté, et puis les réactionnaires de l'autre, ils ne se faisaient pas du tout. L'Église était prête à accepter la Révolution si la Révolution n'avait pas déclaré la guerre à tout ce qui est ancien, c'est-à-dire à l'Église, parce que c'est pas l'homme nouveau, c'est par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est l'homme nouveau libéré de qui? Libéré de Dieu. C'est ça l'homme nouveau dans le téléphone. Et un des développements, je vous invite à regarder, c'est assez facile de vérifier par vous-même, hein, parce qu'on trouve tout sur Internet. Hein. Vous marquez par exemple sur YouTube Vincent Payon et la révolution n'est pas terminée en fait. Hein. C'est des interviews qu'il donne, hein, donc faites vous-même votre propre jugement, hein, où il montre aussi comment la révolution n'est pas terminée pour deux raisons. Il dit qu'effectivement la révolution de 89 avait changé les structures politiques mais n'avait pas réussi à changer l'âme des gens en fait. Hein. Ce qui explique pourquoi le 19e siècle va inventer une nouvelle religion. Ce qui manquait de religion à la Révolution, c'est la laïcité. Hein, qu'elle avait une arme de combat, non plus seulement avec les fusils, avec les structures politiques, mais dans l'esprit des gens. Hein. Et l'ultime développement, on l'a vu quand il était ministre de l'Éducation nationale, c'était son projet, il l'a dit, enfin il le publie, c'est pas des accusations que je lance comme ça à l'emporte-pièce, hein, vérifiez par vous-même. Il disait qu'il faut maintenant arracher les enfants à tout leur déterminisme familiaux, culturel et religieux. Donc quand vous arrachez un enfant à toutes ses racines, il n'a plus rien. Donc il devient ce que vous voulez, un serviteur ou un consommateur. Il n'y a plus un consommateur aujourd'hui. Hein. Parce que qu'est-ce que fait une personne? Qu'est-ce qui fait qu'une personne existe? C'est qu'est-ce qu'elle reçoit de sa famille, de son milieu culturel, de sa religion. Il le dit très bien, il faut arracher les enfants, et c'est le rôle de l'école. Mais donc comment le processus révolutionnaire n'est pas terminé. Mais les enseignants, dans ce cas-là... Alors, fort heureusement, ça c'est peut-être la... C'est pas fini, l'histoire n'est pas terminée. Oui, mais après, bon... ils ont déjà lancé la théorie du genre à l'école. Oui, hein. Tout à fait. Mais après, parce qu'un ministre dit quelque chose que forcément tous les enseignants suivent. Hein. Fort heureusement, il y a des gens qui ont des enseignants qui ont leur conscience et qui aiment les enfants qui sont devant eux et qui veulent leur faire progresser intellectuellement, l'écriture, la lecture, tout ça, sans toutes ces affaires-là. Hein. Oui, mais quand même l'histoire, on commence à déjà gommer l'histoire. Ah oui, c'est ça. Hein. Tout à fait. Oui, oui. Et puis, je le vois depuis des années. Hein. Un petit enfant, on lui a vite mis dans la tête que les rois, c'est des tyrans, en fait. Hein. Et qu'enfin, la lumière est arrivée. C'est assez court, hein, mais ça crée des catégories mentales. Bon, mais ça, c'est pas que l'éducation nationale. Hein. Je pense que c'est une culture. Hein. On ne va pas incriminer maintenant les enseignants. C'est pas le but. Mais voilà, donc ça montre que c'est pas fini. C'est pas fini, en fait. Et là, se dire qu'on veut arracher, le mot est bien clair. Hein. Les enfants à tout déterminer. C'est choqué quand j'ai vu ça. Alors, ça montre là que l'irréel, par exemple, quand je fais ça, hein, c'est un déterminisme. C'est-à-dire que la matière est attirée vers le centre de la Terre. C'est réel, hein. C'est un déterminisme parmi d'autres, qui fait qu'on est dans un milieu vivant, ordonné. Et c'est pour ça que la vie existe, parce qu'il y a plein de déterminations qui fait que tout s'équilibre et que la vie est possible. Et quand vous voulez vous attaquer au déterminisme, on vous crée un chaos où la vie n'est plus possible, au nom de la liberté.
Et c'est en ce sens-là, quand on dit qu'il faut devenir au réel, c'est accepter que les déterminismes ne sont pas des limites, mais des conditions pour que la vie existe. Si maintenant il n'y avait pas l'attraction de la Terre, on serait tous en train de s'évaporer dans l'espace et on ne se verrait plus là, ça serait vite terminé. Donc l'attraction qui est ce déterminisme premier permet de vivre sur Terre, de ne pas nous envoler dans l'espace. Donc les déterminations sont importantes. Et non, même en physique, si l'atome ne fonctionne pas comme il doit fonctionner, il se détruit. Il n'y a plus de matière, c'est le désordre, quoi. Donc là, on voit bien que, appliqué à la science physique, toutes ces théories ont créé un monde nouveau, c'est le chaos total, ça ne fonctionne pas. Si on devait maintenant arracher les hommes à leur déterminisme physique, le premier déterminisme physique, c'est qu'on a un cœur qui bat. C'est comme ça. Et si on décrète que ceci est contraire à la liberté, ton cœur, il s'arrête. T'es mort. Donc là, on voit très bien que les hommes de science, les vrais hommes de science, sont plus sécurisants que les philosophes, parce qu'eux, on les arrête jamais dans leur délire. Alors qu'un homme de science, à un moment donné, il a la limite du réel, contre lequel il bute. C'est pas possible autrement. Il y en a qui trichent. Il y en a qui trichent. Mais moi, j'aurais pas utilisé le mot déterministe. En fait, c'est la loi naturelle d'un côté. Oui, c'est ça. Et comme vous dites très bien, c'est la loi du chaos. Mais moi, j'ai ma vérité à moi, même si elle contredit la réalité naturelle. Je veux l'imposer comme loi. Oui. Et ça conduit au suicide des sociétés et au suicide tout court, à la mort, à la destruction. Alors voilà, donc c'est. Mais en même temps, ce que le film ne montre pas, parce que c'est pas l'objet du film, tout simplement, je ne fais pas de procès au réalisateur, mais c'est toujours important, c'est de voir d'où ça vient. Et pourquoi nos hommes politiques, ils font des grandes écoles, pourquoi on ne leur enseigne pas ce genre de... Mais le on en question, c'est eux-mêmes. Oui. On sait eux-mêmes. L'ENA, c'est qui? C'est eux. Ils n'acceptent pas l'enseignement. Il faut voir. C'est quoi que le fait, c'est quoi de ne pas l'accepter, ce genre d'enseignement? C'est une rébellion contre la loi naturelle. Oui, c'est une rébellion contre Dieu. C'est l'homme nouveau, c'est quoi? C'est l'homme rebelle. D'ailleurs, vous avez vu, les communistes, là, tous, ils ont le bras comme ça. Mais contre qui? Pas contre le chef de service. Contre Dieu. C'est contre Dieu. Ce geste-là, c'est contre Dieu. Mais ils veulent être presque Dieu. Ils veulent jouer à Dieu. Ils essaient. Vous ouvrez, c'était d'ailleurs une de nos premières rencontres qui s'était passée ici. Quand on ouvre la Genèse, vous serez comme des dieux, voilà, vous avez la réponse, vous serez comme des dieux. Après, c'est vrai que tout intellectuel un peu délirant qui se respecte va manier des concepts qui sont délibérément flous. Oui. Ça, c'est comme tout intellectuel qui se respecte, c'est-à-dire il va poser des principes qui sont flous, donc pas sûrs, mais sur lesquels tout repose. Alors après, tout semble cohérent avec ces principes flous. Je cherche, peut-être que parmi ceux qui ont vu cette vidéo sur Internet pourront me répondre, à me définir deux choses. Dans le film, on parle de la République. Je vois à peu près ce que c'est qu'une démocratie. Ça, je pourrais la définir à peu près. Mais qu'est-ce que c'est que la République? Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas ce que c'est. À partir de la Révolution. D'accord, historiquement la Sécu. Mais qu'est-ce que c'est? Liberté, égalité, fraternité. C'est la devise. La devise, mais c'est pas si limité qu'à ça. C'était la fin de la monarchie. Voilà, ça on pourrait penser que c'est simplement un changement de régime politique. Est-ce que c'est le peuple? Ça c'est la démocratie. Mais c'était pas le peuple, enfin là derrière, il y avait des bourgeois. Et deuxièmement, aujourd'hui, là ça vous répondait un tout petit peu, mais on a
souvent le mot, enfin l'expression, il faut défendre les valeurs républicaines. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai aucune idée. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, je ne sais pas ce que c'est. Oui, c'est pas pareil. Et donc là, on va manier ces concepts. Et on va tirer des conséquences. Hein. La dernière loi de protection de... Comment on appelle ça? Je ne sais plus de... L'éthique Non, pour favoriser les valeurs républicaines. La dernière loi qui a été votée, je ne sais plus comment elle s'appelle, de renforcement, voilà, des principes républicains. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, hein, c'est... Et je pense que c'est ça aussi un des instruments pour faire la confusion. On emploie des termes presque sacrés, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein? Et je pense que en haut lieu, on a peut-être pas mal peur parce que aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens sont comme moi, on ne sait pas ce que c'est. Pourquoi défendre des choses qu'on ignore? Hein? Alors c'est comme une incantation, voilà, presque religieuse, la République, les valeurs républicaines. Mais on ne sait pas ce que c'est en fait. Peut-être quelqu'un peut m'expliquer un jour. Peut-être, vous pourrez trouver. Mais alors après, il y a aussi ce qu'on appelle en Iran la République islamique. Alors est-ce que le concept de République qu'on trouve sur Internet peut s'appliquer à la République islamique d'Iran? Ou pas? Hein? Donc c'est le même mot. Alors, voilà. Donc ça aussi c'est, je dirais, le retour au réel, c'est ça aussi. Les mots ont un sens. Alors arrêtons d'être dans l'incantation et de quoi on parle vraiment, en fait. Hein. Quand on dit arracher les enfants à leur déterminisme, ça veut dire que ça donne quoi comme enfant? Qu'est-ce qui lui reste? C'est-à-dire, on lui dira, il faut qu'il réfléchisse par lui-même. Ok, vous l'avez arraché à ce que ses parents, sa culture ou la région peut donner, il doit réfléchir par lui-même. Donc par lui-même, qu'est-ce qui lui reste là? Dans les faits, dans le concret. Hein. Dans le virtuel. Les jeux, voilà. Et le plaisir. Donc, très concret, oui, c'est ça, quand dit revenir au réel, et pas dans les systèmes de pensée. Une fois qu'on a arraché, ici au XXIe siècle, un enfant à tout ce déterminisme, il lui reste les jeux, les vidéos et le téléphone. Racines, hein, voilà ce qu'il lui reste pour réfléchir par lui-même. C'est une réussite totale, en fait. Hein. Parce qu'il a juste répété ce qu'il aura vu. Hein? Alors, donc c'est un peu une malhonnêteté intellectuelle de dire on arrache les enfants à tout cela et en les exposant à l'agression des médias. Et après on ose dire, ils réfléchissent par eux-mêmes. Enfin, je ne sais pas qui peut croire à une telle fourberie. Non mais ça ne tient pas. Voilà, donc si les arracher à tout déterminisme consiste à en faire des petits consommateurs, si c'est ça le projet, disons-le. En tout cas, on a l'impression qu'on se dirige vers ça. Et quand vous lisez Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, c'est ça. Il faut relire ce livre. Hein. Il est capital. Il est écrit dans les années 20, me semble-t-il. Hein? Ou 30. Ouais, c'était avant Hitler. Oui. Ou pendant, parce que oui, c'est pour ça qu'on le sait. Il y avait Huxley, il y en avait encore un autre. Il y a Huxley, puis il y en a un autre, non? Oui, c'était Orwell. Oui. Mais là, c'est l'autre, le premier des... Aldous Huxley. Aldous, le nom Aldous, c'est pas un nom chrétien. Huxley fait partie, son frère, le géniste. Voilà, donc franc-maçonnerie, au degré, tout ça, c'est la famille, quoi. Mais Aldous, lui, il était critique. Oui. Mais il a vécu ça de l'autre côté. Oui. C'est-à-dire, nous, on voit Robespierre, on voit Voltaire, on voit Rousseau, mais on ne voit pas tous ceux qui étaient derrière, tous ces gens-là, qui ont, disons, été le cerveau de tout ça, hein, parce que la Révolution française, ça a été sur le terrain la prise du pouvoir par les bourgeois vis-à-vis de la noblesse. Mais ça, c'était la façade. Ce qui s'est passé derrière, c'est un combat spirituel. C'est les gens qui veulent débarrasser le monde
du Dieu trinitaire vis-à-vis de tous les autres. Vis-à-vis des chrétiens, quoi. C'est ça le combat spirituel depuis le début, hein, depuis Adam et Ève. Donc Aldous Huxley, il parlait de choses qui se discutaient dans sa propre famille. Oui, c'est clair. Voilà. Je sais pas quels sont vos propres commentaires, vos réactions par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr, on le savait, mais là aussi, dans l'esprit, hein, et il voit un peu plus dans le concret ce que ça a été, c'est quand même assez... Ah oui, c'est violent. C'est saisissant. Hein. Oui. Je pensais pas que c'était aussi violent. Ça figure désormais dans les nouvelles histoires. Cet épisode historique qui a été un peu mis entre parenthèses, ou même ignoré. Certains te diront, les chrétiens ont commis des génocides eux aussi. Qu'est-ce que tu pourrais répondre? Oui, après on peut évoquer des croisades peut-être, ou des choses comme ça, peut-être. Et alors, quelle est ta réponse? C'est vrai? On ne peut pas complètement dire que c'est tout faux. Eh ben, vous voyez comme vous êtes. Oui. Non, bien sûr que non. Il y a le premier génocide dans l'histoire de l'humanité. Oui. Le premier. C'est celui de la Révolution française avec les Chouans et avec la Vendée. Oui. C'est le premier de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'avant, ce qui s'est passé, c'est que sur le terrain, il y avait des massacres. On assiégeait une ville, on rentrait dedans, on tuait tout le monde. Ça, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Y compris dans le christianisme. Hein. Mais aussi une espèce de... je suis désolé, mais il y a une énorme différence. C'est que là, ça se passait sur le terrain par des soldats assoiffés de sang, dans la fièvre du combat. Mais ce qui s'est passé à la Révolution française, et c'est pour la première fois dans l'histoire, c'est que des gens en gants blancs, avec des notes cravates, bien comme parfumés, tout, ont décidé, derrière des bureaux, à tête froide, à l'avance, de tuer tout le monde. Mais ça, c'est la première fois dans l'histoire. Non. Tu ne vois pas la différence, la nuance? Pardon? La nuance, c'est que dans un cas, c'est décidé à sang-froid. C'était pas sur le tas, c'était décidé. Et dans l'autre cas, c'est sur le terrain, des gens sur le terrain qui se laissent abandonner à leur... Une autre point dans ce sens, c'est qu'on peut prendre une ville, tuer, tout ça, ça peut être par soif d'argent, de richesse, d'exaltation du moment, en fait. Hein. Voilà, des sentiments assez bas, en fait. Hein. Dans l'autre cas, de ce qui s'est passé, c'est au nom d'une idéologie. C'est l'État. L'État, au nom d'une idéologie. C'est comme Hitler. C'est comme l'islam. C'est aussi une idéologie. Hein? Oui, mais ça c'est après. Oui. Hitler, c'est le fils spirituel des révolutionnaires français. Et puis maintenant ça continue. Oui, avec les communistes, pareil. Le régime les jeunes turcs pendant la Première Guerre mondiale, qui étaient des francs-maçons. Hein. Les francs-maçons laïcs, hein, supposés. C'est eux qui ont décidé le massacre des Arméniens. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Mais les premiers dans l'histoire, et qui ont donné la leçon à tout le monde, c'est les Français, avec la Révolution. C'est pour ça que dans les apparitions de la Salette, qu'est-ce qu'elle disait? La France a été, quelqu'un se souvient? C'est un des secrets de... La France a été... Personne ne se souvient. Le poison dans le monde, un truc comme ça. La fumée, ça se rapporte. Hein? Ben, on reviendra là-dessus. Les mots exacts ont été utilisés dans le secret. Alors, je voudrais aussi dire quelque chose, vous poser une question. La première fois que j'ai vu ce film, j'ai été très frappée par le dessein de la République de vouloir exterminer l'Église. J'en avais jamais pris conscience à ce point-là. Alors nous, en tant que chrétiens aujourd'hui,
quelle doit être notre attitude vis-à-vis de la République? Est-ce que nous pouvons pactiser avec elle, ou est-ce que nous devons souhaiter le retour du roi, du grand monarque, selon les prophéties qui concernent la France? Et je voulais aussi demander aux historiens que vous êtes ce qu'il faut penser du toast d'Alger. Elle peut peut-être préciser, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que le toast d'Alger. Alors après la Révolution, les chrétiens donc, étaient contre la Révolution et pensaient qu'un chrétien est forcément monarchiste. Et du coup, ils ont été éloignés, ils se sont tenus éloignés de la vie politique. Et à un moment, ils se sont dit, ben non, on ne peut pas rester comme ça des citoyens à part, il faut qu'on participe à la vie publique. Et donc, le cardinal Lavigerie, qui était l'archevêque d'Alger, a été chargé de porter un toast lors de je ne sais plus quelle circonstance à la République. Donc pour montrer que dorénavant, les chrétiens allaient pactiser avec la République et allaient être des citoyens à part entière. En gros. Hein. Voilà, avec historiquement, parce qu'on est encore dans l'histoire là, un acte qui a été diversement apprécié du pape Léon XIII, qui va dans ce sens et qu'on a nommé de manière un peu caricaturale peut-être le ralliement. Hein. Alors le ralliement consistait à dire dans la pensée de Léon XIII que il n'est pas illégitime pour un catholique de participer à la vie publique, à la vie politique dans un régime républicain, mais il doit veiller à ce que les lois ne soient pas iniques. Hein. Alors c'était diversement apprécié ça, parce que historiquement parlant, cette politique de ralliement, on peut dire que ça a décapité complètement la force de réaction des catholiques face à la monarchie, face à la République. Donc, et certains disaient que c'était un vœu pieux, disant que finalement, il est difficile à l'époque, je ne parle pas de maintenant, de trouver une conciliation. Ce sera une sorte de capitulation, en fait. Hein. Bon, le deuxième moment qui était un peu dur, ça a été dans les années 20, ce qu'on appelle la condamnation de l'Action française. C'est très compliqué à expliquer, hein, qui était une résurgence de la pensée monarchiste, hein, va-t-on dire, où certains catholiques étaient ralliés à la cause de l'Action française, et puis on va également condamner ceci. Alors aujourd'hui, la question se pose pour aujourd'hui, hein, le magistère ne considère pas, du moins en France, hein, qu'un catholique, s'il se présente par exemple aux élections, soit locales ou nationales, hein, commet un acte qui va contre la foi. Ça n'a jamais, c'est pas le cas en fait, hein, sinon ça veut dire que tous les catholiques doivent se retirer de la vie politique. Ça voudrait aussi dire que les catholiques ne participent plus au vote, en fait. Hein. Là-dessus, comme l'a dit tout à l'heure, l'Église n'est pas, tu avais dit quoi, un autoritarisme. Un autoritarisme, elle n'a pas tranché, c'est-à-dire qu'il est laissé à chacun d'estimer que je pense qu'en m'engageant, je peux avoir une influence sur le réel de la vie publique qui m'entoure, dans un bon sens, donc je décide de le faire, non pas seul, parce qu'on sait très bien que l'engagement politique seul ne mène à rien, mais avec d'autres. Ce ne sera pas quelque chose de pécamineux, autrement dit d'un péché, hein, c'est le chemin pour avoir un impact, pour changer le cours des choses, je décide de le faire. Entendu. D'autres vont considérer que, je termine juste, vont considérer que le système est trop vérolé de l'intérieur, et que de toute façon ça n'aboutit à rien, et qu'il faut avoir une politique de retrait, en fait. Voilà, les deux sont recevables, et l'Église en tant que telle ne dira pas vous devez faire ceci ou cela. Hein. En l'état actuel des choses, en fait.
Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. À un moment donné, on disait que non, la catholique ne peut pas participer sous la Troisième République. Hein, c'était la Troisième République. Avant la volonté de Léon XIII, c'était non, on ne pouvait pas participer à ça. La réponse a été donnée tout à l'heure par le père. Il a dit, avant de répondre à cette question, il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est la République. Voilà. Parce que tu as eu la République, la Première République, mais tu as eu aussi la Deuxième République, la Troisième République, tu as la République islamique d'Iran. La République, le mot République, ça veut dire quoi? C'est pareil. Ça veut rien dire. Ça veut dire que c'est pas un roi qui gouverne, c'est le peuple qui envoie des élus, entre guillemets. Alors, un président avec un gouvernement. Donc la vraie réponse à ta question, c'est est-ce que j'ai affaire à des gens qui veulent détruire l'Église, ou est-ce que j'ai affaire à des gens qui ont l'esprit démocratique? C'est pas la même chose. Alors, en sachant qu'il y a toujours, dans les républiques, quelles qu'elles soient, des gens qui veulent tuer l'Église. Donc, il faut savoir trouver des gens qui sont de bonne foi, je dirais, qui veulent le bien commun et pas faire marcher leur idéologie. Donc, aujourd'hui, tu trouveras dans le paysage politique des gens comme Vincent Payon qui veulent configurer la réalité à leurs idéologies, mais tu as aussi des gens qui ne sont pas comme ça, et sont aussi des républicains. Donc, il faut savoir collaborer avec ceux-là et s'opposer à ceux-là. Et c'est ça le jeu démocratique, en fait. Et il n'y a aucune opposition à être en dialogue pour le bien commun. Attention, hein, ça on en a déjà parlé. Si ton but, en tant qu'homme d'église ou en tant que chrétien, est de préserver tes intérêts, alors là, non. Tu dois te retirer. S'il s'agit de collaborer avec quelqu'un qui ne partage pas ta foi pour le bien commun, alors là, oui, il faut y aller, même si c'est un régime communiste. Hein. Alors, souvent, pour être très concret aujourd'hui, ce genre de personnes qui cherchent le bien commun, on les voit surtout dans les élus locaux, hein, qui doivent gérer des problématiques très concrètes de leur village, de leur arrondissement, avec des vrais gens avec qui on peut parler. Plus vous montez, plus les vrais gens ne les voient plus en fait. Hein. Ça reste des idées. Donc du coup, on commence à brasser dans le vide. Hein. Alors que les élus locaux sont souvent des gens admirables qui doivent faire face à des vraies questions et des vraies réponses à apporter. Hein. Et c'est pour ça que là, par contre, je pense qu'il faut s'engager. Hein. Et c'est de là que viennent les vraies réponses. Plus que dans les sphères. Moi, je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà tard. Eh bien, bonne fête nationale à tous, dans quelques jours. Oui, le 15 août. Le 15 août. Notre-Dame. Juste un dernier mot pour le roi monarque attendu. Il faut toujours se méfier des interprétations en boîte comme ça. Ça a un sens symbolique aussi. Alors, oui, là-dessus. De quoi Non, sur le grand roi. Les prophéties qui annoncent le retour du grand roi. Pour moi, le grand roi, c'est Jésus. Oui. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans l'esprit français qui est profondément enraciné en nous, en fait. Hein. Une mystique nationale qu'on ne peut pas écarter. C'est comme ça. C'est ce qui va revenir. Ah, il est mort, mais au-delà du grand monarque, c'est tout le pacte de. Mais vous avez raison. Vous avez raison. 496, Clovis. Les Français ont raison, parce que la France, c'est la fille aînée de l'Église. C'est à ce titre que le diable l'attaque. C'est ça. Et c'est vrai qu'il y a une mission particulière pour la France. Mais de là à penser à un roi qui reviendrait, c'est là où je ne sais pas, je ne dis pas, je n'en sais strictement rien. Mais voilà, ça s'ouvre à beaucoup d'interprétations. Voilà. Et vous, votre interprétation, c'est qu'il y a vraiment de la descendance des Bourbons qui va reprendre le flambeau. Bah oui, ça. Oui. C'est ça que tu penses. Et toi, père aussi. Vous aussi, père.
En fait, c'est la pensée, ce qu'on appelle légitimiste. Hein. Donc là, quand je dis ça, je ne m'exprime pas en tant qu'homme de foi. Ce n'est pas l'Église qui prêche ceci, en fait. Hein. Là, je me situe en tant que fils de France, j'allais dire, en fait. Hein. Et la pensée légitimiste a une certaine valeur, en fait. Hein. C'est pas juste quelque chose, une vue de l'esprit, en fait. Hein. Ça a structuré la succession et la je ne sais pas, quand je vois le comte de Paris, je ne m'inspire pas vraiment cette expression-là. Hein. Voilà. C'est pour ça que... Oui, puis même la question n'est pas en termes de qualité morale, parce qu'il y avait des rois légitimes qui n'avaient pas beaucoup de morale. Oui. Donc c'est pas... on revient d'un Messie qui revient. Hein. Voilà. Donc du coup, la grande... au-delà du grand roi, le grand principe, c'était que, et là on revient sur l'idée révolutionnaire, c'est que, et là on vous rejoint du coup aussi, c'est que dans la pensée traditionnelle française, le roi est tenant-lieu de Dieu en France. C'est Dieu qui a la souveraineté. Et puis lui, il est en dessous de Dieu. Voilà. Il a des limites. Comme Pierre. Voilà. Et donc, quand on dit un État souverain, on voit le déplacement qui s'est fait. Donc la souveraineté appartient à l'État. Vous voyez le décalage. Et ce qui se cache derrière ce que dit notre ami, au-delà de la réalisation de telle ou telle prophétie, c'est revenir à ce principe, c'est que rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, mais César est soumis à Dieu. Hein. Oui, et ça ne les a pas empêchés non plus de faire des horreurs. Oui, des erreurs. Des horreurs. Oui, ouais. Oui. Mais oui, parce qu'ils sont pécheurs, hein. Comme Saint Pierre a trahi le Christ, alors qu'il était le fondement de l'Église. Hein, donc, voilà. Mais c'est bien ces décalages-là qui ont été dangereux, et revenir à ce principe-là, l'homme n'est pas souverain de tout. Je pense que c'est le socle du bien commun. Ça évite l'arbitraire. Là où je vous rejoins, c'est que je pense effectivement qu'en France, il y aura un rétablissement de la souveraineté de Dieu. Oui. Mais dans quelle forme? C'est là où je ne sais pas. Ça, on verra. Oui. Le temps nous le dira. Le temps nous le dira. On espère. Hein. Très bien. Pour le moment, on est fin de la plaidoirie. Merci.